Le docteur Michael Mackey est apparu virtuellement devant le tribunal aujourd'hui en Ohio. Le chirurgien vasculaire a été arrêté plus d'une semaine après avoir prétendument conduit des heures jusqu'en Ohio. Il serait entré chez son ex-femme et son mari, les abattant tous deux en pleine nuit. Voici ce que nous avons appris au tribunal aujourd'hui. Quelle est la suite dans ce double meurtre sordide? Affaire suivie par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Comparution rapide aujourd'hui pour le docteur Michael David Mackey, que nous avons enfin pu voir à nouveau. Il a été transféré dans l'Ohio pour répondre à des accusations de meurtre de son ex-femme et de son mari le 30 décembre, mais qui apparaît en vidéoconférence depuis la prison pour sa mise en accusation aujourd'hui à Columbus, Ohio. L'audience n'a duré que quelques minutes. Lorsque Mackey s'est levé, il est resté impassible et silencieux depuis la prison. Il est accusé de 4 meurtres aggravés et d'un cambriolage aggravé. Il est aussi accusé d'avoir utilisé un silencieux lors des meurtres de Spencer et Monique Tepe. Je reviendrai sur les propos de l'avocat de Mackey au tribunal aujourd'hui. Voici l'avocate qui défendra le docteur Michael Mackey, une avocate basée à Columbus nommée Diane Monash. Si son visage vous est familier, c'est sans doute parce qu'elle est déjà intervenue plusieurs fois dans cette émission pour donner son expertise juridique sur des affaires auxquelles elle n'est pas liée. Elle a aussi participé à d'autres émissions sur Law and Crime. C'est une avocate très respectée et de haut niveau dans l'Ohio. Et elle a déjà géré de grandes affaires auparavant. Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'elle s'occupe d'une affaire très médiatisée où un médecin de l'Ohio est accusé de meurtre. L'autre affaire est très différente de celle du docteur Michael Mackey. Voici des photos de l'époque de 19 quand elle a assuré la défense. Un médecin nommé William Hussle a été accusé d'avoir prescrit de grandes quantités de fentanyl à des patients et Hussle a d'abord été inculpé de 5 chefs de meurtre. 11 chefs d'accusation ont été abandonnés avant le procès, mais 14 subsistaient. En 2022, un jury a déclaré Hussle non coupable de ces 14 chefs de meurtre. Mais Nashi, c'est un cas très différent, un autre type de combat pour elle. Cela concerne le docteur Michael Mackey et ses accusations actuelles. Mais qui, dont nous avons exploré le passé en profondeur ces dernières semaines, nous le savons. Il a été autrefois marié à Monique Tepe. Elle s'appelait Sabaterski et avait 15 ans à leur mariage. Mais ce mariage s'est vite terminé. Moins de 2 ans après, ils ont divorcé et étaient séparés depuis des mois avant le procès en 17. Les documents montrent que Monique avait quitté Mackey plus de 6 mois avant qu'elle ne dépose une demande pour mettre fin à ce mariage. De retour dans l'Ohio, son état d'origine, elle a obtenu un divorce pour incompatibilité, tandis qu'il restait en Virginie pour sa résidence en chirurgie. Après leur mariage, ils se sont installés en Virginie, où Mackey faisait une résidence à l'école de médecine de Roanoke. Après le divorce, Mackey a gardé la maison et Monique a repris sa vie dans l'Ohio. En examinant cette affaire, même avant l'arrestation de Mackey, nous avions appris que Monique avait déjà été mariée. D'après les documents en ligne, le dossier de divorce semblait plutôt à l'amiable. Et en ce qui concerne la façon dont les divorces peuvent se passer et à quel point ils peuvent être compliqués, sur le papier, celui-ci semblait s'être déroulé assez rapidement et relativement sans accroc, encore une fois, pour un divorce. Mais bien sûr, les documents officiels ne peuvent révéler qu'une partie de ce qui se passait réellement dans un mariage. Maintenant, nous savons qu'il est supposé, dans une certaine mesure, d'après ce que nous avons entendu de la police, que le mariage a joué au moins un certain rôle dans ce qu'ils pensent être arrivé à Spencer et Monique Tepe. Parce que lorsque la police a donné une conférence de presse, ils ont déclaré qu'ils considéraient leur meurtre comme un acte de violence domestique. Les gars, très rapidement, je veux être franc, parce que la dette de carte de crédit est un problème auquel trop de gens sont confrontés. Cela ne devrait jamais être banal, mais c'est quelque chose qui peut vraiment donner l'impression d'un piège. Le sponsor d'aujourd'hui, PDS Debt, aide les gens à se défendre, que ce soit pour les cartes de crédit, les prêts personnels ou les factures médicales. PDS Debt propose des solutions personnalisées pour vous aider à rembourser vos dettes plus rapidement. Aucun score de crédit minimum n'est exigé et ils ont une note A+ du Better Business Bureau. Nous savons tous que la dette de carte de crédit est un problème et vous connaissez peut-être des personnes qui en souffrent et cherchent une solution. Cela peut être la réponse, parce que c'est votre argent, c'est votre avenir. Ne laissez pas le système décider à votre place. Vous allez bientôt être libéré de vos dettes. Obtenez votre évaluation gratuite et trouvez la meilleure option pour vous dès maintenant sur pdsdebt.com/over-the-counter. C'est pdsdebt.com/over-the-counter, pdsdebt.com/over-the-counter.
La famille TP a révélé que Maki était verbalement abusif envers Monique durant leur mariage. Rob Misla, beau-frère de Spencer TP, a déclaré ceci à Angela Levy sur Law and Crime. Nous avons rencontré Monique en 18 lorsque Spencer nous l'a présentée pour la première fois, mais nous étions assez certains à cause de euh, juste ce que Monique nous avait dit sur elle en histoire. Elle ne l'appelait jamais par son nom, elle l'appelait simplement son ex-mari, et à quel point c'était un monstre pour être honnête, émotionnellement abusif et menaçant. Et vous savez, elle a tout fait pour se sortir de cette situation, puis elle a rencontré Spencer et a vécu une vie très heureuse. Mais je ne peux pas parler pour Monique, mais je sais que cela l'a changé en tant que personne, et peut-être que c'était toujours dans un coin de sa tête, je ne sais pas. La perspective de Maki sur la relation reste floue. Il n'a pas parlé depuis son arrestation de ce qu'était son mariage. Mais une femme qui a dit être sortie avec Maki autrefois s'est exprimée publiquement sur TikTok récemment. Son post ayant été supprimé, nous respectons sa vie privée. Nous l'avons contactée sans réponse. Mais dans cette publication TikTok, elle a publié des photos d'elle avec Maki comme preuve de leur relation. Elle a dit que la relation a commencé quand elle avait 17 ans. À la fin de cette année et pendant la majeure partie de 2018, Maki a même rencontré sa famille. Dans sa publication, elle dit qu'ils se sont rencontrés durant la résidence car elle était aussi dans le médical à 17 ans, peu après le divorce de Maki avec Monique. Elle rapporte que Maki s'est présenté comme une sorte de victime du divorce. Un jour, il est rentré et Monique était partie avec le chien, c'est tout. Il a été choqué par ce qui est arrivé, peu importe la vérité sur la fin de ce mariage. La police de Columbus a de nouveau affirmé que l'incident du 30 décembre 1925 chez les Tapis relevait de la violence domestique. Technicienne de la police de Columbus, O7. Oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. Cette histoire est très horrible et difficile à comprendre. D'un côté, c'est parce que quand on pense à Monique et Spencer Tape, c'était un couple que tant de gens aimaient. Et ils n'étaient pas seulement des amis pour beaucoup de gens. Ils étaient aussi un papa et une maman pour deux jeunes enfants, âgés de 4 ans et d'1 an. Les enfants grandiront sans parents à cause de ce drame. Mais ce qui est aussi difficile à comprendre, c'est à quel point il est choquant qu'une chose pareille puisse arriver. Je veux dire, quand on écoute le premier appel du patron de Spencer vers 9 h du matin en décembre. Le 30, l'opérateur peine à croire qu'il s'agisse d'autre chose qu'une disparition ordinaire. Spencer, qui travaillait avec moi, n'est pas venu ce matin et reste injoignable, tout comme sa famille. Il n'est pas venu au travail. C'est bien ça? D'accord. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Non, il a toujours été fiable. Personne dans sa maison, ni sa femme, ni sa famille, n'arrive à le joindre. Je suis en Floride, je possède l'entreprise, j'ai été informé par mes employés qu'il n'était pas au travail et c'est lui qui gère le bureau. Spencer Tape était récemment dentiste, de Gollum de Believe Off, et cette histoire a commencé le 30. Quand Tape ne s'est pas présenté au travail, ses collègues étaient très inquiets car il venait toujours travailler. Ils ont donc fini par appeler le patron de Spencer qui a dit qu'il était en vacances en Floride. C'était très inhabituel pour Spencer de ne pas être au bureau sans prévenir. Plus inquiétant encore, il ne pouvait pas joindre Monique non plus. D'accord. Quelle est l'urgence là-bas? Police ou médical? Peut-être les deux, je ne sais pas, je suis fatigué. Ils ont frappé aux portes avant et arrière sans réponse lors de l'appel là-bas. Oui, aucune réponse. J'entends des enfants à l'intérieur. J'en ai entendu un crier. Mais on ne peut pas entrer. Je ne sais pas si je dois forcer la porte ou simplement entrer. Tu étais présent quand la police est venue? Non, je n'y étais pas. Je viens juste d'arriver il y a environ 5 minutes. D'accord, on vous le renvoie. En partie, si l'opératrice semblait incertaine quant à savoir si cette affaire était plus qu'une simple routine, c'est parce que, au départ, l'officier envoyé chez les TP pour effectuer un contrôle de bien-être s'est rendu à la mauvaise adresse. La police de Columbus a publié la vidéo de la caméra corporelle montrant l'officier devant une maison située à quelques pâtés de Maison de là. Vers 10 h, le 30 décembre,
Plus d'une heure après l'appel du patron de Spencer au 911, un ami des TP inquiet s'est rendu chez eux, est entré et monté à l'étage selon la police. Les deux enfants de 4 et 1 an, retrouvés indemnes à l'intérieur, sont désormais pris en charge par la famille. Puis cet ami a aperçu le corps de Spencer TP dans une chambre au 2e étage. Notre patron ne s'est pas présenté au travail. Nous n'avons pas pu le joindre depuis 3 heures. Nous sommes sur place et nous pouvons entendre. J'ai parlé à quelqu'un là-bas. Je veux juste vérifier qu'un appel a été passé. La police a indiqué que Spencer et Monique ont été atteints de plusieurs balles. Les détectives vont retrouver des douilles sur place, mais le suspect. L'enquête ne faisait vraiment que commencer. Au début, nous avons entendu parler d'une caméra de police qui était placée près de la maison des TP, mais il n'est pas clair si elle a capturé quelque chose qui a aidé dans l'enquête. La police sollicite des vidéos de surveillance du public, pensant que Spencer et Monique ont été tués à cette période. Ils ont demandé au public des vidéos filmées entre 2h et 5h du matin, le 30 décembre, et c'est là que la police semble avoir eu une avancée majeure dans l'affaire. Une caméra Nest a filmé un homme en vêtements sombres, marchant dans une ruelle derrière la maison de Spencer et Monique, vers l'heure de leur meurtre. C'était une personne d'intérêt, selon la police. Une personne avec une démarche assez unique qui détournait le regard de la caméra. Maintenant, était-ce le tueur ou était-ce simplement quelqu'un qui rentrait peut-être chez lui après être allé dans un bar au milieu de la nuit? La veille, le soir du Nouvel An, les températures étaient dans les moins de zéro. En janvier, la police a arrêté quelqu'un. Ce fut un choc. Un homme a été placé en garde à vue dans un Chick-fil-A du comté de Winnebago, Illinois, à plus de 7 heures de Columbus. Et ce suspect était le docteur Michael David Mackey, l'ex-mari de Monique. Selon la police, il a été arrêté près de son travail dans un centre médical à Rockford, Illinois, à 1h30 à l'ouest de Chicago. Il s'agissait d'une attaque liée à la violence domestique. Comme nous le savons, Mackey est l'ex-mari de Monique TP. Nous avons le véhicule du suspect sur les vidéos de surveillance, arrivant avant et repartant après les meurtres. Les détectives ont relié ce véhicule à Mackey. Le véhicule a été retrouvé à Rockford, Illinois, avec des preuves que Mackey l'avait en sa possession avant et après les homicides. Nous pouvons également dire que plusieurs armes ont été saisies sur la propriété de Mackey. Et il existe un lien préliminaire établi par notre NIBIN, reliant l'une des armes aux homicides. Nous retraçons le passé de Mackey depuis son arrestation. Il a grandi à Zanesville, Ohio, une ville de 25 000 habitants à 1 heure à l'est de Columbus. Dans une publication TikTok supprimée, une femme affirmant avoir fréquenté Mackey dit qu'il lui avait confié avoir été adopté. Une autre connaissance d'enfance de Mackey m'a confirmé cette information. Les dossiers d'adoption ne sont pas publics, donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut vraiment consulter. Nous n'avons donc que des anecdotes concernant la vie familiale de Mackey à ce stade. Si c'est vrai, nous ne connaissons pas les circonstances de son éducation, ni pourquoi il a été proposé à l'adoption, ni quand il a été proposé à l'adoption. Nous verrons ce qui ressortira au fur et à mesure que cette affaire avancera maintenant. Des personnes l'ayant connu disent que ce qui choque, c'est son intelligence remarquable, malgré une certaine maladresse sociale. Nous parlons de quelqu'un qui a fini major de promo, boursier national au mérite et mention honorable nationale en football. Son curriculum vitae était très solide. Il a quitté Zanesville pour Columbus afin d'étudier à l'Université d'État de l'Ohio. Il était en première année. Vers 2006, il a obtenu sa licence, puis il a été diplômé de la faculté de médecine de l'Université d'État de l'Ohio en 2014. Sur la route, il rencontre aussi Monique Sabaturski. Nous avons trouvé sur Facebook des photos d'eux datant de 2013 quand ils étaient ensemble. Maintenant, Mackey semble avoir supprimé un profil Facebook et il n'est pas clair quand il s'est déconnecté. Mackey vivait en Virginie de 2015 à 2020 durant sa résidence et a divorcé de Monique en 2017. Après cela, il a été rapporté qu'il a fait une bourse de chirurgie en 2022 dans le Maryland. Vous pouvez voir, pour devenir chirurgien vasculaire, spécialiste des veines et artères. Cela exige de nombreuses années d'études pour devenir chirurgien. Mais après cette bourse, en 2022, cela semble possible. C'est là que, selon nos recherches, la situation devient floue sur l'emplacement et les actions de Mackey. Il détient des licences chirurgicales actives dans l'Illinois, où il vivait lors de son arrestation, et en Californie, sans certitude qu'il y ait réellement résidé. Il n'est pas nécessaire de vivre dans cet état pour avoir une licence de chirurgien là-bas.
Maintenant, nous savons qu'il a vécu à Las Vegas. C'est ici que le passé irréprochable et le profil LinkedIn parfait de Michael McKee deviennent un peu douteux. Une plainte pour faute professionnelle visant McKee a été déposée en 2024 liée à une intervention de 2023. Un patient affirme qu'un cathéter a été mal placé, s'est cassé et qu'un fragment de plus de 20 cm est resté dans son corps. Maintenant, McKee n'est pas la personne qui aurait réalisé l'intervention, mais la plainte le cite parce qu'elle l'accuse d'être responsable de la formation de l'employé qui a effectué l'intervention. Les choses se compliquent quand la société chargée de lui remettre les documents et la plainte modifiée a tenté de le retrouver. Dans les documents du tribunal de Vegas, il est précisé que 9 tentatives ont été faites pour remettre les documents à Michael McKee. Ils devaient lui remettre ces documents en main propre, mais ils n'ont pas réussi à trouver ce type. Donc cela a commencé en septembre de l'année dernière, environ 3 mois avant qu'il n'aurait prétendument tué Monique et Spencer TP en septembre. Le 30, l'homme chargé de remettre les documents s'est rendu à l'adresse de McKee sans obtenir de réponse. Tout était calme vers 7h30 du matin. Le lendemain, cette personne revient avec les documents vers 6h45 du matin. Et cette fois, elle écrit qu'il semble que quelqu'un était à la maison. Je cite : « J'ai entendu la télévision. Quand j'ai frappé, la télévision a été éteinte. J'ai sonné à la porte et frappé plusieurs fois sans réponse. Il est écrit 8 jours plus tard, le 9 octobre, et l'entrée indique que ils ont rencontré le docteur Pierre Caravella chez Las Vegas Surgical Associates, le groupe où Michael David McKee aurait travaillé. » Et c'est cette partie qui était vraiment choquante, parce que son collègue dit, je cite, il a dit qu'il n'a aucune idée d'où se trouve le docteur Michael McKee maintenant, il a dit qu'il a simplement disparu. Michael McKee n'était pas simplement un petit employé de ce groupe médical. Cet homme était un chirurgien vasculaire, et selon les personnes du cabinet, il avait simplement disparu. Et l'avocat qui a déposé cette plainte a parlé à WSFilix, une chaîne de télévision à Columbus, et a déclaré qu'il pense que l'adresse que le groupe chirurgical leur a donnée pour Michael McKee n'était pas une adresse réelle. Il qualifie cette situation d'incroyablement unique. Ils ont également ajouté que si vous deviez choisir une profession médicale, pour qu'une personne soit accusée des crimes dont Michael McKee est accusé, un chirurgien vasculaire serait l'une des dernières personnes auxquelles on s'attendrait à être inculpé pour un double meurtre. Maintenant, pour revenir aux tentatives de contacter Michael McKee. Plus tard dans la journée, l'huissier retourne à l'adresse qui lui avait été donnée, liée à McKee. Et une fois de plus, personne n'était à la maison. Ils disent également avoir découvert que la licence médicale de McKee pour le Nevada avait expiré en juin 2025, selon le document. Ils ont trouvé une autre adresse à Vegas et s'y sont rendus le 20 octobre 2025. Une femme a ouvert la porte, affirmant que McKee n'habitait pas là et qu'elle ne le connaissait pas. Ensuite, McKee aurait déménagé à Chicago et travaillé dans un centre médical à Rockford. Le groupe OSF Saint-Anthony a déclaré aux médias locaux coopérer avec l'enquête. De nombreuses questions subsistent sur le type de travail et la fréquence du travail de Michael McKee avant son arrestation. On ignore si ce groupe médical savait que McKee était impliqué dans un procès pour faute professionnelle. La police affirme que le 30 décembre, ou la veille au soir, le 29, Michael McKee a conduit de Rockford à Columbus, ce qui représente environ 7 heures de route. Il sort d'un véhicule, entre par effraction chez Monique et Spencer TP, puis tire plusieurs fois sur eux dans leur chambre à l'étage. Il remonte ensuite dans le véhicule et retourne dans l'Illinois. La police dit avoir retrouvé la personne d'intérêt grâce à la voiture, celle vue dans la ruelle lors du meurtre de Spencer et Monique. La police pense que la personne d'intérêt est le docteur McKee, car la voiture utilisée était enregistrée à son nom. Ils affirment qu'elle est arrivée à Columbus juste avant les meurtres et repartie peu après. McKee, arrêté en janvier, a comparu brièvement la semaine dernière et a renoncé à son droit à l'extradition, acceptant que les forces de l'ordre de l'Ohio le ramènent dans l'État du Buckeye. Et cela a préparé le terrain pour vendredi. McKee est apparu en visioconférence pour l'audience devant la cour des plaids communs. Il se tenait dans une pièce de la prison et écoutait pendant que son affaire était présentée devant le tribunal. Et encore une fois, c'était très bref. Voici ce qui s'est passé. Bonjour, votre honneur. Stephen Schott, Dan Lender, Sheila Favor pour l'État, dossier 6, État de l'Ohio, contre Michael McKee, code pénal 253. 5 chefs d'accusation, 4 pour meurtre aggravé, des crimes non classifiés, et 1 pour cambriolage aggravé au premier degré.
Chaque chef d'accusation inclut une spécification d'arme à feu de 3 et 6 ans. Merci, annulé, présentez-vous. Merci, Votre Honneur, Diane Manashi pour Michael Mackey. Nous accusons réception des allégations, renonçons à la lecture et plaidons non coupable à tous les chefs. Nous renonçons pour l'instant à la caution, tout en gardant le droit d'y revenir. Le formulaire de non-culpabilité a été signé pour mon client, rien d'autre. Merci, maître. J'ai signé le plaidoyer de non-culpabilité et le formulaire indiquant la levée de caution. Faut-il faire autre chose? Merci. Merci, Madame la juge, merci. L'avocat de Moki a indiqué qu'il a plaidé non coupable et n'a pas demandé de caution à l'audience. Sky Lazaro, avocat de la défense pénale, se joint à nous pour discuter de cette affaire. Merci d'être sur Law and Crime. C'est une affaire très médiatisée, souvent marquée par un mystère initial avant l'apparition soudaine d'un suspect. Et maintenant, il est dans l'Ohio et il va devoir faire face à ces accusations très très graves pour sa défense. Que fait précisément un avocat de la défense pénale à ce stade? Et si un procès devait avoir lieu, cela prendrait sans doute des années. N'est-ce pas? Le procès est encore loin, un grand jury a seulement entendu certaines preuves et délivré un acte d'accusation. Donc, cette première comparution devant le tribunal va probablement consister simplement à ce qu'il plaide. Donc, en réalité, ce que fait son avocate maintenant, c'est, vous savez, de découvrir à qui elle doit parler. Elle est probablement en train de constituer une équipe autour d'elle avec des enquêteurs, ou si elle va faire appel à d'autres avocats, des choses de ce genre. Vraiment, elle se prépare pour l'affaire. Il se peut qu'ils aient reçu quelques premières pièces de la procédure fournie par le bureau du procureur. Peut-être, il se peut qu'il y ait un peu de cela, mais en réalité, vous essayez juste de poser les bases pour commencer. Quels sont les éléments initiaux? Avec quelqu'un comme Michael Mackey, présumé innocent, il fait face à de graves accusations. Nous n'avons eu que la version de la police qui affirme qu'il a des liens, selon eux, avec ce qui est arrivé à Monique et Spencer TP. À quoi ressemblent ces conversations, ces premières discussions quand vous prenez un client comme celui-ci? Et c'est juste lui et vous dans la pièce, et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Souvent, il faut d'abord instaurer la confiance avec le client avant de poser des questions comme « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ou « Cela s'est-il produit ?» Ou même si vous allez un jour demander à votre cliente « Est-ce que cela s'est produit ?» Vous savez, en réalité, ce que vous faites, c'est que vous établissez une relation de confiance avec la cliente. Vous voyez, elle. L'avocate qui l'a engagée est privée. Donc, un membre de la famille ou quelqu'un vous a contacté pour proposer de payer vos honoraires afin de prendre l'affaire. Il faut toujours établir un certain niveau de confiance entre une avocate et sa cliente, qu'elle soit commise d'office ou engagée en privé. Votre cliente doit vraiment vous faire confiance pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions sans passer tout le dossier à vous battre. Donc, ces premières conversations portent vraiment moins sur l'affaire et davantage sur la personne. C'est une affaire d'homicide, il ne sera sans doute pas libéré sous caution, donc il pourrait demander la détention. Elle collecte sûrement des infos biographiques, mais l'essentiel est de créer une relation. Quel facteur influence la décision d'un avocat de la défense pénale de demander « Est-ce que vous l'avez fait ?» Je pense que c'est surtout une question de préférence personnelle, selon les avocats et le moment où ils souhaitent poser cette question. La dernière chose que vous voulez faire avant de savoir quoi que ce soit sur l'affaire ou d'avoir les rapports de police ou l'enquête ou quoi que ce soit, c'est de poser trop de questions. Et la raison, c'est que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous seriez en conflit d'intérêts et écarté de l'affaire. Vous savez, si vous posez tout un tas de questions à votre cliente et que les gens ont peur au début, et il se peut qu'ils ne vous racontent pas toute l'histoire ou vous savez qu'ils pensent se protéger en vous donnant une version différente de l'histoire. Et puis, vous apprenez quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer, vous voyez, quelque chose qui peut vraiment vous mettre dans une mauvaise position pour représenter une personne, et cela peut finir par vous empêcher de continuer sur l'affaire. Parce que c'est l'une des questions que je sais que l'on me pose souvent, c'est du genre « D'accord, donc vous êtes assis dans la pièce avec quelqu'un ?» Et je ne parle pas spécifiquement de Michael Mackey. Nous parlerons des preuves que la police dit avoir à ce stade. Mais en général, si un client venait à dire qu'il l'a fait, comment cela vous impacte-t-il en tant qu'avocat pour pouvoir défendre cette personne? S'ils vous ont avoué et ont dit qu'ils ont effectivement commis le crime dont ils sont accusés, un avocat ne peut pas faire témoigner quelqu'un pour obtenir un faux témoignage.
Mais si votre client avoue, cela ne vous empêche pas de le représenter. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas contester les preuves de l'État ou vous opposer à des demandes de suppression ou tenter de les défendre au mieux. Vous ne pouvez pas les faire témoigner pour qu'ils disent « je ne l'ai pas fait ». Donc en réalité, c'est l'effet que cela a. Il suffit de veiller à respecter ses obligations déontologiques envers le tribunal dans la conduite de l'affaire. On ignore toujours comment se sont déroulées les discussions avec Michael Mackey. Et tant que nous n'aurons pas vu toutes les preuves présentées par les deux parties, nous verrons quelle sera sa défense. Maintenant, nous avons entendu la police et il semble qu'à travers les caméras de surveillance et ensuite l'immatriculation du véhicule A. Ensuite, ils disent que certaines armes trouvées à son domicile ont un lien préliminaire avec la scène du crime. Cela semble être le cas, c'est ce que les forces de l'ordre avancent, en plus du fait qu'il a été autrefois marié à Monique Tepi. Qu'est-ce qui vous frappe à ce stade concernant les éléments contre lesquels la défense de Michael Mackey va devoir lutter, alors que l'affaire continue? Selon ce qui sera révélé sur leur relation, cela sera important. Que ce soit un acte impulsif ou non, s'il l'avait traqué, s'il l'avait suivi ou tout autre élément de ce genre, avec le temps, c'est sans doute la chose la plus difficile à surmonter. Je sais aussi qu'ils ont des résultats balistiques préliminaires correspondant aux armes. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages d'experts à ce sujet de nos jours et ce n'est pas tout à fait ce qu'on aimerait croire. C'est, vous savez, regarder des émissions télé sur l'appariement de douilles à des crimes, ce genre de choses. Je crois que le plus dur sera de confirmer si c'est vraiment lui et la voiture sur la vidéo. Après tout, pourquoi serait-il là sans raison valable? Ce n'est pas du tout près de chez lui, de son travail, vous savez, rien de ce genre. Ça semble correspondre à la chronologie, du moins d'après ce qu'ils disent au début. Être avocate de la défense, c'est la partie la plus difficile. Était-ce lui dans la voiture? Était-ce sa voiture? Pourquoi était-elle là? Ce genre de choses? Oui, surtout si vous savez. La police a retracé le véhicule jusqu'à Rockford, Illinois, où il vivait ou travaillait. Je sais qu'il habitait à Chicago. Ce sont sûrement des questions auxquelles un jury voudrait des réponses si on en arrive là. Un autre aspect de tout cela aussi. Et vous savez, la défense pénale, comme vous le savez, c'est un métier difficile, ça peut l'être. Mais c'est pour ça, vous savez pourquoi de bonnes personnes le font. Vous savez, il faut vraiment être compétent dans ce domaine. Et je pense simplement aux TPIs, ils avaient cette image publique, ils étaient incroyablement appréciés, ils étaient aimés, c'était de très bons parents. Et quand vous y allez en tant qu'avocat de la défense pénale, comment gérez-vous cela? Sachant cela, si l'on voyait cela comme une histoire, ils seraient les protagonistes pour le public. Et ensuite, vous défendez quelqu'un qui, à ce stade, est accusé d'être clairement l'antagoniste. Comment gérez-vous cette dynamique dans la salle d'audience sans le faire d'une manière où vous savez? Et je sais qu'on parle de quelque chose qui pourrait arriver dans plusieurs années, si on parle d'un procès devant jury, mais risquer de mettre le jury en colère. Si vous attaquiez la crédibilité des personnes qui sont les victimes de ce crime. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le tout début parce que ça va en quelque sorte donner le ton sur la façon dont vous allez au moins gérer l'affaire ou gérer la presse ou gérer ce que vous mettez dans votre section des faits. Ces personnes étaient très appréciées, c'est un crime tragique et leurs deux jeunes enfants étaient présents. Je veux dire, il n'y a pas vraiment pire en termes d'histoire de victimes très touchantes et ça rend le public, ça rend vraiment facile de détester votre client. Donc, il faut être vraiment, vraiment prudente pour éviter tout ce qui pourrait, vous savez, être d'une quelconque manière irrespectueux ou quoi que ce soit de ce genre envers ces personnes. On ne sait jamais, des éléments peuvent surgir lors de la découverte des preuves. Ces affaires réservent parfois des surprises totalement imprévues. Toutes ces années plus tard, vous savez, qui sait ce qu'on va vraiment découvrir, ce qu'on va vraiment trouver, et peut-être que ça changera les choses. Mais je pense qu'au départ, et surtout lors du procès, il faut être très prudente et ne pas attaquer les victimes dans ces affaires, ni les familles des victimes. Le jury vous détestera déjà pour ça. Il faut donc se concentrer sur une seule chose. Les forces de l'ordre ont-elles bien fait leur travail? Vous voyez? Est-ce que tout le monde a bien fait attention aux moindres détails? Est-ce qu'il n'y a eu aucune erreur, aucun rapport manquant? Vous insistez sur ce genre de détails tout au long de la défense et du procès et vous évitez autant que possible de susciter davantage de sympathie pour les victimes.
Vraiment. Oui, et je veux dire, c'est une corde raide très tendue sur laquelle il faut avancer dans ce genre de situation. Pour une affaire très médiatisée comme celle-ci, avec autant de publicité, que ce soit via des émissions de true crime ou les grands médias nationaux. Comment gérez-vous cela sur le long terme, pas seulement aujourd'hui, et la question de savoir si vous faites une déclaration aux médias qui seront présents? Comment gérez-vous l'attention médiatique durable lorsque vous défendez un client dans un centre d'affaires comme celui-ci? Vous savez, beaucoup d'avocats adoptent une approche différente à ce sujet. Je pense que cela dépend en partie de l'affaire. Je veux dire, quand on regarde le procès de Karen Reed, vous voyez, je pense que leurs relations avec les médias les ont sans doute aidés durant les 2 procès de cette affaire. Donc, je pense que ça dépend vraiment je pense qu'au début, il faut être très prudente sur ce que l'on dit, vous savez, publiquement, dans une affaire comme celle-ci. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est devoir revenir sur vos propos. Vous savez, à mesure que l'affaire progresse, s'il y a des choses que vous pensez pouvoir dire dans le respect des règles, vous savez. En défendant l'affaire, vous devez respecter toutes les règles de déontologie sur ce que vous pouvez dire. Et donc, beaucoup d'avocates adoptent simplement l'approche de ne pas interagir avec la presse, de ne rien dire. Et c'est peut-être le cas ici. Mais voici le problème si vous n'interagissez pas du tout avec la presse. La seule histoire qui circule est celle que la procureure a racontée et ce qu'ils ont mis dans leur dossier, ce qui n'a rien de bon. Oui, et ce combat-là, je suis sûr que vous le voyez, car vous savez, en couvrant ce sujet, lorsqu'un nouveau dossier sort, c'est souvent lui qui fait la une des journaux. Nous verrons la version de Michael Maki. Aujourd'hui n'est qu'une étape d'un long processus. Attendons la suite. Maître Sky Lazaro, avocat de la défense pénale, merci d'être sur Law and Crime. Merci Chris. C'est tout pour cette édition de On the Case, présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify, et désormais, vous pouvez retrouver les épisodes de On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.